du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous avons entendu hier matin Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne au Collège de France, raconter l'histoire des troubles meurtriers qui ravagèrent la région du Shanxi depuis le milieu du XIXe siècle. Dans son cours intitulé Ingénieur et philanthrope dans la Chine des seigneurs de la guerre, Pierre-Étienne Ville analyse les causes des famines qui anéantirent une grande partie de cette région du nord-ouest de la Chine dans les années 1920 et 1928 jusqu'à la reconstruction du canal de Tinhue au début des années 30, canal nécessaire à l'irrigation des terres. Le drame historique qui fait coupure dans cette histoire, nous expliquait Pierre-Étienne Ville hier matin, remonte à l'année 1860, quand les Chinois musulmans se rebellèrent contre les Chinois non musulmans. Cette rébellion se termina par ce qu'on pourrait appeler, pour employer un anachronisme, une purification ethnique dont furent victimes les musulmans. Mais vint s'ajouter à cette guerre de religion entre communautés une épouvantable sécheresse en 1876 qui frappa non seulement la Chine, mais à peu près tous les pays soumis au phénomène El Niño, comme le Brésil ou l'Inde la même année, et qui engendra de terribles famines. Parmi les multiples facteurs à l'origine des troubles du siècle dernier qui dévastèrent le nord-ouest de la Chine, on peut compter la déculturation due au repeuplement par des gens venus d'horizons différents après le départ des musulmans et les nombreux morts causés par la famine. C'est de cela qu'il va être question ce matin. Cet afflux d'immigrants est mentionné dans toutes les préfectures du Guangdong. À vrai dire, il est assez difficile à mesurer quantitativement. On rencontre en effet pas mal de sources locales qui affirment, à la fin du XIXe siècle ou plus tard, que ces gens qu'on appelle traditionnellement en Chine des hôtes, des Kemin ou des Kerou, c'est le mot qui désigne, mais depuis toujours, donc Kemin ou Kerou. Donc ces gens qu'on appelle des hôtes représentent dans tel village, tel canton ou même dans tel district, c'est-à-dire telle sous-préfecture à l'époque des Qing, représentent jusqu'au tiers, voire parfois plus de la moitié de la population résidente. Mais d'un autre côté, les chiffres, là où ils existent effectivement, et non pas des notations impressionnistes comme cela, il est vrai que c'est assez rare, ces chiffres, quand ils existent, suggèrent des proportions nettement plus modestes, disons plus dans l'ordre du dixième. Mais ce qui compte en un sens, c'est la perception qu'avaient les autochtones de leurs nouveaux voisins, dans la mesure où cette perception semble les avoir encouragés, apparemment, à en exagérer aussi bien le nombre que la place qu'ils occupaient. Comme c'est en fait, après tout, si souvent le cas, lorsque l'immigration dépasse un certain seuil, comme on dit. C'est qu'en effet, les immigrants qui ont afflué au Guangdong ont eu de toute évidence un impact assez profond sur les sociétés locales auxquelles ils venaient s'intégrer avec plus ou moins de facilité. Non seulement ils apportaient avec eux des coutumes et des pratiques différentes, mais encore ils étaient fréquemment une source de conflits avec les autochtones, et de ce fait ils posaient un problème d'ordre public pour les administrations locales, même si celles-ci étaient a priori favorables à la repopulation du pays, et qu'elles ont d'une certaine manière suscité cette immigration par des mesures positives d'encouragement. Or, ces effets sont encore sensibles pendant la première moitié du XXe siècle, et c'est bien la raison pour laquelle ils méritent qu'on en dise un mot. Ce que j'ai à en dire, en fait, s'appuie en grande partie sur les recherches d'un jeune historien qui n'est pas posté dans cette région, en fait à Shanghai, je crois, mais qui est originaire du Guangdong, qui s'appelle Chao Xiaorong. Chao Xiaorong, à qui l'on doit
en fait une des seules études sur l'immigration au Guangdong à la fin des Qing, publiée en 2004. D'après Chao Xiaorong, qui part d'un examen minutieux des sources disponibles, les autochtones et les immigrés vivaient très souvent mêlés géographiquement les uns aux autres, même si administrativement ils continuaient d'être enregistrés séparément. En fait, les fonctionnaires locaux s'efforçaient d'éviter autant qu'il était possible les phénomènes de communautarisme basés sur l'origine régionale, en intégrant les immigrés aux structures locales de gouvernement et de contrôle comme les fameux Paotia, c'est-à-dire ces structures rurales de surveillance mutuelle qu'il y avait sur tout le territoire, ou encore comme les milices locales. Et cela, même si les communautés d'immigrés, liées par une origine régionale commune, revendiquaient fréquemment d'avoir leur propre Paotia et leur propre milice, donc de se distinguer nettement. Cela étant, dans les premiers temps au moins, les solidarités basées sur des origines régionales partagées, et par conséquent, et c'est évidemment très important, sur une communauté de dialectes, semblent bien avoir été les plus fortes. Si bien qu'on nous parle de communautés d'immigrés s'organisant entre eux, évitant les rapports avec les autochtones ou avec les immigrés venus de provinces différentes, ne se mariant qu'entre eux, etc., voire même adhérant au christianisme pour se singulariser, sans parler de phénomènes de vendetta entre groupes d'origines différentes, ou au minimum de procès constants portés devant les tribunaux. En bref, tout indique que presque partout, la cohabitation était grevée d'hostilité et de tensions. D'un autre côté, il est également vrai, toujours d'après les observations de Chao Xiaorong, que les phénomènes d'assimilation semblent avoir fini par l'emporter dans un certain nombre de cas, et que les tensions ont fini par s'apaiser. Mais, même avec le passage des générations, il restait incontestablement des exceptions. Sur le plan politique et idéologique, Chao Xiaorong note que ce sont principalement les populations immigrées qui ont été responsables du développement rapide des sectes hétérodoxes et des sociétés secrètes au Guangdong à la fin des Qing, alors qu'avant le milieu du XIXe siècle, elles ne semblent pas y avoir été particulièrement actives ni même connues. Non seulement les nouveaux arrivants, en tout cas ceux qui étaient originaires de certaines provinces, étaient déjà familiers de ce mode d'organisation et des idéologies variées, mais toujours hostiles à l'établissement, que ce genre d'organisation colportait, les sociétés secrètes, mais encore, il était naturel pour eux de développer un type de lien fondé sur la fraternité jurée, sur le secret et sur l'entraide inconditionnelle, puisque, en tant qu'immigrés, ils se retrouvaient dans un environnement qui était par définition étranger et facilement hostile. Cet aspect de l'immigration au Shanxi à la fin des Qing a son importance pour notre histoire, car les sociétés secrètes, dont la plus répandue dans le Guangdong était la société, ce qu'on appelle, on traduit en français en général, par la société des aînés et des anciens, c'est-à-dire la Ge-Lao-Hui, ces sociétés secrètes ont joué un rôle moteur dans la révolution de 1911, à Xi'an et dans toute la région. En effet, comme ailleurs, les militants de la Ligue jurée de Sun Yat-sen, qui se préparaient depuis plusieurs années à l'événement, avaient activement sollicité leur coopération, et la Société des aînés et des anciens semble avoir été particulièrement active au sein des nouvelles forces armées. Pour ne donner qu'un seul exemple, un jeune officier révolutionnaire comme Hu Jingyi, dont j'ai déjà souvent parlé, juste le nom en conscription, un jeune officier comme Hu Jingyi est connu pour s'être en quelque sorte spécialisé à cette époque, donc juste avant 1911, pour s'être spécialisé dans la liaison avec les membres de la Ge-Lao-Hui, de la Société des aînés et des anciens, dans le but de promouvoir la cause anti-mandchoue. Il faut ajouter que la culture des sociétés secrètes au Guangdong a perduré pendant les premières décennies de la République et qu'elle est indissociable du banditisme qui a proliféré à la faveur des désordres, des calamités naturelles et de la famine pendant cette période, et qui en a été en grande partie la conséquence, bien sûr, en particulier de la famine. Il faudrait d'ailleurs mentionner ici un groupe distinct de la Société des aînés et des anciens, beaucoup plus local, mais tout aussi courtisé par les révolutionnaires comme Hu Jingyi, et également mis à contribution au moment de la révolution de 1911, et je veux parler de ces gens qu'on appelait littéralement des hautes sabreurs, les Taoke.
littéralement, c'est pas une traduction très élégante, je pourrais peut-être les appeler les porteurs de sabre, qui affichaient à l'origine un comportement de bandits d'honneur, attaquant les riches et protégeant les pauvres, mais qui, pendant et après 1911, ont eu vite fait de verser dans le brigandage incontrôlable. Je n'ai pour le moment pas trouvé mention que les Taoke, qui se distinguaient donc, d'où leur nom, par le port d'une sorte de sabre effilé qui était particulier à la région, c'est ainsi qu'ils se reconnaissaient entre eux, se soient plus particulièrement recrutés parmi les populations récemment immigrées. Sauf qu'il y a dans leur nom ce mot de que, comme les autres, donc, mais je ne sais pas du tout si il y a une quelconque connexion avec une origine, disons, extra-Shanxi. En tout cas, ce que j'ai lu sur les Taoke ne permet pas de le dire. Quoi qu'il en soit, tout ce que je viens de dire intéresse d'abord les effets sociopolitiques des apports extérieurs de population au Guangdong, postérieurement aux crises des années 1860 et 1870. Malheureusement, et pour revenir au sujet dont j'étais parti, Chao Xiaorong reporte à plus tard, dit-il, l'étude de l'impact de l'immigration sur l'agriculture, proprement dite, du Guangdong, c'est-à-dire considérée sous ses aspects techniques, comme par exemple l'introduction éventuelle de méthodes de production qui n'auraient pas été pratiquées jusqu'alors dans la région, ou l'adoption de nouvelles cultures, ou encore, du point de vue des changements que l'immigration aurait pu favoriser dans les rapports entre les propriétaires des moyens de production, la terre, le capital, etc., et la force de travail, autrement dit, dans ce qu'on peut appeler les rapports de production. Ce qui est un problème important, car, comme nous le verrons le moment venu, ces rapports semblent s'être présentés, encore qu'il y ait des discussions là-dessus, de façon assez particulière au Guangdong, à tel point que certains spécialistes, que d'autres spécialistes contestent, n'hésitent pas à parler d'un modèle du Guangdong qui serait caractérisé par une grande dispersion des propriétés et par un faible taux de fermage, contrairement au modèle supposé être le plus courant en Chine, qui implique une concentration plus ou moins élevée de la propriété foncière. Donc, la question, là encore, est-ce que le fait récent de l'immigration a eu sur ce modèle une quelconque influence. Mais cette question reste totalement ouverte. Cela dit, et comme je l'avais déjà indiqué à la fin de mon dernier exposé, il y a eu au moins un autre changement fondamental dans l'agriculture du Guangdong dès le lendemain des crises des années 1860 et 1870, sans qu'on puisse d'ailleurs dire s'il a été influencé par les changements démographiques dont je viens de parler, c'est-à-dire par ce phénomène d'immigration. Et ce changement, dont l'impact cumulé est on ne peut plus en évidence à la veille de la grande famine de 1928 à 1930, ou 31 même, ce changement, ce sont les progrès extrêmement rapides de la culture du pavot et de la production d'opium dans la région, qui ont notablement changé la structure de l'économie agraire dans de nombreux districts. Et c'est pour l'essentiel à ce problème de l'opium que je vais me consacrer aujourd'hui. Je m'empresse de préciser que ce développement, comme chacun sait, n'est pas propre au Shanxi. Bien au contraire, les progrès de la production de l'opium en Chine, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, dont les causes étaient aussi bien nationales qu'internationales, ces progrès sont un fait massif d'un bout à l'autre du pays. Cela étant, il se trouve aussi que ce phénomène présente un certain nombre de causes et d'effets caractéristiques dans le nord-ouest et en particulier dans la région du Guangdong, et qu'il est par conséquent important pour nous d'étudier tout cela de plus près. Il me semble déjà que la première chose à faire, si l'on veut mettre en contexte la façon dont les choses se sont passées dans la région qui nous occupe, la première chose à faire, c'est de proposer un certain nombre de rappels sur l'histoire de l'opium dans la Chine moderne en général. Même si ces rappels seront nécessairement brefs, il n'est certainement pas inutile, je crois, de jeter un coup d'œil sur la littérature, car celle-ci, en fait, s'est notablement renouvelée, je veux dire, les travaux sur le problème de l'opium, s'est notablement renouvelée ces dernières années, disons depuis une dizaine d'années. Comme on le sait, et pour commencer par le commencement, la consommation d'opium en Chine avait été dénoncée officiellement dès le début du XVIIIe siècle, à la fois comme un problème d'ordre public et au prétexte que c'était un moyen pour les étrangers d'extorquer de l'argent aux Chinois. On trouve déjà quelque chose qui sera encore plus en évidence au XIXe siècle.
Et elle avait même été interdite, la consommation d'opium, en 1729, par un édit de l'empereur Yongjong, qui visait en fait les trafiquants plus que les consommateurs. Cela étant, les importations illégales d'opium indien, donc originaire du Bengale ou d'autres régions d'Inde, en Chine, n'ont commencé à croître de façon réellement significative qu'à peu près un demi-siècle plus tard, une fois que la Compagnie britannique des Indes orientales, qui en avait à l'époque le monopole, eut décidé en 1773 de les sous-traiter, ces importations en Chine, à des marchands indépendants qu'on appelait les country traders, donc les marchands du pays, je ne sais pas comment, indépendants. Enfin, indépendants, ça les décrit, mais ça ne traduit pas country, des marchands du pays, si vous voulez, qui échappaient largement aux contraintes du système de cantons qui régissait alors, bien sûr, le commerce étranger de la Chine, sous la forme également d'un monopole. 40 ans plus tard, en 1813, la Compagnie des Indes orientales perd le monopole légal qu'elle exerçait encore sur le commerce de l'opium produit en Inde, et en conséquence, le mouvement d'importation, c'est-à-dire en contrebande en Chine, ne fait que s'accélérer. On a d'ailleurs suggéré que, considéré du point de vue non pas de l'offre, mais de la demande, ce décollage des importations d'opium à partir du dernier quart, disons, du XVIIIe siècle, pourrait aussi s'expliquer par la découverte par les Chinois, qui est relativement bien documentée, au même moment, c'est-à-dire le dernier quart du XVIIIe siècle, par la découverte par les Chinois des sensations procurées par l'inhalation d'opium pur, qui était beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus riche en morphine et donc en effet, disons, actif, en agent actif, que le mélange d'opium et de tabac qu'on fumait sous ce nom jusqu'alors. Quoi qu'il en soit, de ces considérations, disons, gustatives, c'est pendant les premières décennies du XIXe siècle que les progrès rapides de la consommation d'opium dans la plupart des provinces et dans toutes les classes de la société, et tout particulièrement au sein de l'administration et des forces armées, et jusqu'à la cour, commencent à alerter sérieusement le gouvernement impérial. Cette progression irrésistible résulte à la fois de la demande en Chine même, qui semble inépuisable, mais dont il serait trop long d'essayer d'analyser ici toutes les motivations possibles, donc d'une part de la demande, et d'autre part de l'offre britannique, qui est elle aussi en croissance exponentielle, même s'il s'agit toujours, je le rappelle, de contrebande. Le principal souci du gouvernement des Qing, cependant, ce sont moins les progrès de l'opiomanie parmi la population, qui ne seront dénoncés en fait que plus tard dans le siècle comme une grave cause d'affaiblissement de la population, de la nation, s'inquiète donc moins de ça, à ce moment-là, au début du XIXe siècle, que des effets négatifs de la contrebande de l'opium sur la balance commerciale de l'Empire. Et plus spécialement, on s'inquiète de l'hémorragie d'argent monétaire qui est la conséquence de cette contrebande et qui a eu en effet des effets délétères sur l'ensemble de l'économie chinoise et des effets clairement reconnus à partir de 1820 environ. Or, du point de vue de l'Angleterre, les profits énormes engendrés par le commerce de l'opium étaient indispensables pour financer non seulement ses importations de produits chinois, notamment les thés et les soieries, qui représentaient des sommes considérables, mais encore pour financer son administration et sa présence militaire en Inde, et de même l'expansion de son empire colonial en Extrême-Orient. Les origines des deux guerres de l'opium ne sont pas à chercher ailleurs, en dépit de tous les discours édifiants tenus à l'époque sur la nécessité d'ouvrir la Chine au commerce international, voire tout simplement à la civilisation, et de l'obliger à participer à ce qu'on appelait déjà le concert des nations. Décidé, malgré les oppositions qui s'exprimaient avec vigueur dans certains milieux britanniques, contre les exigences du lobby des marchands de drogue, l'envoi en Extrême-Orient d'un corps expéditionnaire pour contraindre la cour des Qing à mettre fin au système de canton et à établir avec l'Angleterre des relations diplomatiques entre guillemets normales, cet envoi d'un corps expéditionnaire était une réponse directe aux mesures drastiques prises à Canton en 1838 par le célèbre commissaire Lin Zexu, dont je reparlerai d'ailleurs, qui est aujourd'hui célébré comme le héros fondateur en quelque sorte de la résistance à l'impérialisme. Lin Zexu, j'ai pris les caractères, mais je pense que tous ceux
susceptibles d'y être intéressés les connaissent. Commissaire Lin, comme on l'appelle dans beaucoup de livres qui lui ont été consacrés. Et c'est bien pour cela, donc par les mesures prises par Lin dessus, pour bloquer les importations d'opium. En particulier, il a établi un blocus autour du quartier des commerçants étrangers à Canton et a exigé qu'on détruise un énorme stock d'opium. Ça, c'était l'horreur, parce que ça valait vraiment très cher. Et c'est bien pour cela qu'on parle, en effet, de première guerre de l'opium. Même si, en fait, l'opium n'était même pas mentionné dans le traité de Nankin qui a mis fin à ces hostilités en 1842. Quant à la seconde guerre de l'opium, partie d'un incident local, toujours à Canton, en 1856, elle s'explique par les effets non anticipés de la libération partielle du commerce légal entre la Chine et les puissances européennes, tel que prévu par le traité de Nankin. Les importations d'opium qui n'étaient pas encore inclus dans ce commerce légal et qui continuaient par conséquent de relever de la contrebande étaient en effet plus que jamais indispensables pour rectifier ou rééquilibrer une balance commerciale qui était très lourdement favorable à la Chine, laquelle avait beaucoup à vendre aux consommateurs anglais, mais pas grand-chose à acheter en échange, en dehors bien sûr de l'opium. Certes, la volonté de légaliser les importations d'opium en Chine et donc de les libérer de tout obstacle, n'a pas été la seule raison des hostilités déclenchées par l'incident de 1856, de l'envoi d'un corps expéditionnaire franco-britannique, cette fois pour faire entendre raison à la cour des Qing. Il existait en effet pour les puissances qui avaient signé les traités de 1842 et tout de suite après, bien d'autres causes de frustration et d'exaspération après les espoirs un peu insensés de conquête commerciale et aussi d'établissement de relations diplomatiques d'égal à égal qu'avait fait naître la signature de ces traités. Il n'en reste pas moins que, au terme du traité de Tianjin, signé après la première défaite des Qing dans la deuxième guerre de l'opium en 1858, et confirmé par les conventions de Pékin consécutives à la dénonciation du traité de Tianjin par la Cour et à l'occupation de Pékin par les forces franco-britanniques en 1860, sac du palais d'été, il n'en reste pas moins qu'après cela, l'opium est devenu pour la première fois un article légal d'importation en Chine, que le commerce et la consommation à l'intérieur du pays en sont par conséquent devenus libres, ou du moins très difficiles à interdire, en dépit d'une législation pénale qui était toujours en vigueur, et que, à partir de là, la consommation comme la production ont en effet progressé de façon extrêmement rapide en Chine. On peut dire que, d'une certaine manière, tout change en effet après 1860. L'une des raisons, c'est que dès lors que son importation a été légalisée par la force et qu'il est devenu une denrée taxable comme les autres, l'opium a acquis une signification économique tout à fait nouvelle pour les autorités. Il s'agissait désormais d'un produit officiellement comptabilisé dans les statistiques du commerce international, lesquelles statistiques étaient compilées, je le rappelle, j'en avais une fois parlé dans un cours, et de façon fort rigoureuse par l'administration impériale des douanes, gérée, comme on sait, par des cadres étrangers, qui étaient les employés de l'État des Qing, mais qui obéissaient exclusivement à leur hiérarchie et à leur intendant général, lui aussi un étranger. C'était donc un produit qui rapportait gros à l'État en droits de douane, et dont le gouvernement tenait à ce qu'il rapporte le plus possible. Le gouvernement britannique a d'ailleurs accepté, contre l'avis du lobby marchand, une augmentation de ses droits dès la renégociation régulièrement prévue des conventions de Pékin en 1869, et d'autres augmentations substantielles ont été négociées par la suite. Donc c'était un produit qui rapportait beaucoup en droits de douane, mais c'était aussi un produit qui pesait très lourd dans la balance commerciale de l'Empire. Jusqu'en 1890 environ, c'est en termes monétaires en tout cas, le principal article d'importation en Chine, le second article étant les cotonnades, qui ne l'ont dépassé que tout à fait à la fin du XIXe siècle, et ceci s'explique bien sûr en partie par sa valeur extrêmement élevée à l'unité. L'unité en matière d'opium étant en l'occurrence l'unité de compte, si vous voulez, la caisse de 63,5 kg. Mais en partie seulement, car les importations d'opium ont cru non seulement en valeur, mais aussi en quantité, jusque dans les années 1880. Le maximum semble avoir été atteint en 1884, avec un chiffre de 81 000 caisses, donc de 63,5 kg, vous pouvez calculer le total, avec ensuite une baisse progressive jusqu'à environ 50 000 caisses au début du XXe siècle. Et cette croissance
s'explique d'abord par la croissance de la demande intérieure. Tout indique que pendant les 40 dernières années du XIXe siècle, la consommation d'opium en Chine s'est non seulement généralisée à toutes les couches sociales et à tous les groupes professionnels, y compris certains d'entre eux qui n'étaient pas du tout concernés jusque-là, comme les paysans, mais encore qu'elle s'est, si l'on peut dire, considérablement démocratisée par rapport à la période précédente. On peut trouver de multiples explications psychologiques, culturelles ou autres à cette croissance rapide de la consommation populaire, croissance sur laquelle les témoignages sont unanimes et parfois très frappants, même si elle n'est bien sûr pas à strictement parler mesurable, mais il est hors de doute qu'elle a été, cette croissance, en grande partie l'effet du développement tout aussi rapide de la production domestique d'opium, qui en l'espèce est probablement le fait majeur du second XIXe siècle, pour ce qui concerne le problème de l'opium. Cette production domestique ou nationale, de moindre qualité et beaucoup moins chère à la vente, s'adressait en premier lieu à la consommation, si je puis dire, bas de gamme. Celle en particulier, ou par exemple, des travailleurs de force, comme l'attestent des quantités de témoignages sur les coulis, les tireurs de pouces, etc., qui se donnent le cœur au ventre en fumant un peu d'opium. L'opium importé, en revanche, qui était de bien meilleure qualité, mais beaucoup plus cher, était préféré par les amateurs qui en avaient les moyens. Et il faut encore ajouter que les producteurs eux-mêmes devenaient des consommateurs, conformément d'ailleurs à un modèle que l'on retrouve partout dans le monde et aujourd'hui encore, et que cela explique en particulier l'extension de la consommation dans les campagnes. On trouve dans la grande enquête agronomique de John Lossing Buck, le célèbre professeur d'économie agricole de l'université de Nankin dans les années 1920 et 1930, une enquête conduite par ses étudiants chinois entre 1929 et 1933 dans une quinzaine de milliers d'exploitations à travers le pays. On trouve donc dans cette enquête un chiffre assez frappant. À en croire en effet un tableau résumant la proportion mise sur le marché concernant les différents types de récoltes, c'est-à-dire, je sais pas moi, patates, sucre, etc., quelle proportion par exploitation est commercialisée. Donc on trouve dans ce tableau un chiffre qui suggère que le taux moyen d'autoconsommation dans les exploitations produisant du pavot, cultivant du pavot, d'autoconsommation de l'opium, donc serait de 26%. Autrement dit, les paysans fumeraient, si je puis dire, un quart de leur production. Ceci concernant malgré tout seulement, d'après le tableau, 29 localités sur les 156 étudiées par l'enquête, et en plus des localités qui ne sont pas, il n'est pas précisé où elles se trouvent exactement. Mais malgré tout, c'est un chiffre qui est frappant. Il y a beaucoup de chiffres frappants dans le livre de Buck, mais ces enquêtes et les résultats qu'il en a tirés, chiffrés notamment, ont été également très discutés. Et effectivement, dès qu'on regarde un peu près, c'est bourré de contradictions et de choses bizarres. Mais enfin, les historiens ont pris l'habitude, quand ils trouvent un chiffre frappant dans Buck, de le brandir et de dire, vous voyez. Quoi qu'il en soit, la production d'opium en Chine même, qui était mentionnée dans plusieurs régions depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, et qui avait fait l'objet de dénonciations et d'interdictions officielles dès les années 1810, la production domestique d'opium, donc, était désormais plus que tolérée par les autorités locales. Elle était tacitement encouragée, même si, en théorie, elle est demeurée illégale jusqu'en 1890. Ses promoteurs se plaçaient dans une perspective qu'on pourrait dire à la fois commerciale et fiscaliste. Du point de vue commercial ou simplement économique, l'objectif, souvent proclamé, c'était de concurrencer l'opium importé et d'en diminuer la part relative ou même la part absolue dans la consommation nationale. Comme je l'ai dit, les importations déséquilibraient gravement la balance commerciale de l'Empire, non plus désormais par l'effet de la contrebande, mais bien par celui d'un commerce légal, un commerce que, en dépit des protestations officielles adressées rituellement aux Anglais, il n'était désormais plus possible pour le gouvernement de prohiber, comme on avait tenté de le faire pendant la première moitié du XIXe siècle. En d'autres termes, on peut légitimement parler, dans le cas présent, d'une politique délibérée de remplacement des importations, ce qu'on appelle en anglais import substitution. Je ne sais pas s'il y a un terme consacré en français. Une politique qui a d'abord été promue, d'ailleurs, et c'est important de le noter, au niveau des régions, des provinces, parce que le gouvernement central ne pouvait pas se permettre
en tout cas pas au départ, de le faire ouvertement, et qu'il continuait de se placer officiellement dans une perspective abolitionniste. Une politique donc visant à rééquilibrer la balance commerciale en concurrençant un produit d'importation très demandé et à valeur ajoutée élevée par un produit équivalent, à valeur ajoutée peut-être moins élevée, mais profitant à l'économie nationale au lieu de lui coûter très cher. Que, d'un autre point de vue, il lui ait également coûté très cher à l'économie nationale, fût-ce indirectement, je veux dire l'opium produit en Chine même, c'est bien sûr une autre question sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Mais d'un point de vue strictement commercial, il s'agissait bien de, suivant la formule, résister à un produit étranger avec un produit local, c'est-à-dire Yitu, Yang, ce qui était la formule employée donc, tout Yang. Ou encore, on n'hésitait pas à parler d'une guerre de l'opium, Yapienjan. Celle-ci n'ayant bien sûr rien à voir avec la guerre de l'opium, celle de 1840 ou celle de 1858, qui est Yapienjanjan. Et cette expression Yapienjan, en fait, donc guerre sur l'opium ou autour de l'opium, si vous voulez, est en l'occurrence tout à fait à rapprocher de celle de guerre commerciale, c'est-à-dire Shangjan, qui est très souvent rencontrée à la même époque, donc à la fin du XIXe siècle. Et l'on peut bien dire que cette politique de substitution des importations, de remplacement des importations, a brillamment réussi, puisque, d'après certains auteurs, la production nationale d'opium aurait dépassé les importations dès 1870, même si les importations ont continué de croître, comme nous l'avons vu, jusque vers 1890. Et que, par ailleurs, à la fin des années 1880, on produisait de l'opium dans presque toutes les provinces de l'Empire. Dans les années 20 et 30 du XXe siècle, donc à l'époque qui nous concerne plus particulièrement, l'opium importé ne constituera plus qu'un appoint destiné à la consommation haut de gamme. L'opium consommé en Chine est alors essentiellement d'origine domestique. Il est produit pour sa plus grande partie dans les provinces du sud-ouest et au Sichuan, mais il est également produit, comme nous le verrons, et en quantité non négligeable dans le nord-ouest, et notamment au Shanxi. Et d'abord au Shanxi, en fait. La Chine serait, dans les années 1920, d'après certains auteurs, le premier producteur mondial de pavots, et ce leadership, certes pas très recommandable, aurait été plus net encore pendant la décennie 1930. La faveur avec laquelle la culture du pavot et la production d'opium étaient considérées de facto dans les milieux officiels, malgré une minorité d'abolitionnistes à tout crin, cette faveur avait également, cela va de soi, des motivations fiscales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il serait bien trop long ici de détailler les types innombrables de taxation sur l'opium développés dans un assez grand désordre par les autorités des différentes provinces et des différentes localités. Et à partir des années 1890, après la légalisation officielle de la production nationale d'opium, développée par l'État central lui-même. Ceci pour accroître leurs revenus et, dans bien des cas, pour financer, c'est important, pour financer leurs projets de modernisation. Rien que pour donner quelques catégories, disons, typiques, il y avait des surtaxes frappant les terres cultivées en pavot, il y avait des impôts sur la fabrication des pains d'opium bruts, lesquels étaient fabriqués à la ferme en quelque sorte, sur les lieux mêmes de la production, des impôts sur le transport, et c'est là bien sûr le fameux litin, donc là la taxe de transit, qu'on écrit toujours traditionnellement comme ça, même si en transcription moderne ce serait litin, qui était une taxe ad valorem sur les transits et qui avait été créée à l'époque de la guerre contre la rébellion des Taiping et qui a continué de fonctionner jusque, je crois même encore sous la République, et qui à la fin de l'Empire en tout cas était la plus grosse source de taxation commerciale en Chine. Donc il y avait les taxes sur le transport de l'opium sous forme de litin, et il y avait également des taxes sur la distribution du produit raffiné, sur les débits d'opium, les magasins d'opium, et bien sûr sur les fumeries, ainsi que des droits de douane intérieure, etc., etc.
Le gouvernement central a bien tenté d'établir son contrôle sur tous ces revenus après la légalisation de la production nationale domestique d'opium en 1891, mais tout indique qu'il n'y est jamais parvenu que de façon tout à fait partielle, tant était grande la résistance des autorités locales à toute diminution de leurs revenus. Et d'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure rapidement sur cette rivalité entre le gouvernement central et les administrations des provinces pour disposer des revenus de l'opium. En fait, comme nous le verrons plus loin, l'exploitation régionale et locale des revenus de l'opium n'a fait que reprendre de plus belle après la chute de l'Empire et avec l'instauration de facto d'une fédération de provinces plus ou moins indépendantes au lendemain de la Révolution de 1911. Et puis, surtout, et bien plus encore, avec l'instauration du régime des seigneurs de la guerre, faisant suite à la tentative avortée de recentralisation de l'État sous la présidence de Yuan Shikai. Et là, c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus loin. En effet, avant d'aborder cette phase, et de me concentrer donc plus particulièrement sur le cas du Guangdong, il est nécessaire, je crois, de dire un mot de la politique de prohibition de l'opium qui a été officiellement mise en route par un édit impérial de septembre 1906. Cette politique de prohibition, ou abolitionniste si vous voulez, cette politique est importante pour plusieurs raisons, dont la première est déjà qu'elle a eu un impact indéniable dans de nombreuses régions pendant une dizaine d'années environ, donc entre 1906 et 1916 à peu près, ou 1907 et 1917, autrement dit, par-delà la chute de l'Empire et la fondation de la République. Un impact indéniable en termes de diminution de la production, aussi bien que de diminution de la consommation. Mais elle a également eu une grande importance, cette politique prohibitionniste, une grande importance symbolique, même si elle n'a connu finalement qu'une application limitée dans le temps. Elle a une grande importance symbolique parce qu'elle est restée comme une sorte de norme opposable aux pratiques de l'époque des seigneurs de la guerre et du Kuomintang, qui a continué après 1927 à tirer des revenus de l'opium. Donc ces pratiques des seigneurs de la guerre et du Kuomintang qui étaient caractérisées par l'hypocrisie et par la rapacité fiscale. Et aussi parce qu'elle engageait totalement l'État, cette nouvelle politique de prohibition, qu'elle l'obligeait à renoncer à l'attitude ambiguë qu'il avait entretenue dans les décennies précédentes, ambiguë entre condamnation morale et intérêt fiscal, et que de ce fait, elle a eu à l'époque un impact réel sur la respectabilité internationale de la Chine. C'était un élément important dans la décision prise en 1906. Et de fait, les raisons éthico-politiques qui justifiaient qu'on s'attaque drastiquement au problème de l'opium étaient en effet extrêmement pressantes à ce moment. Les progrès foudroyants de la consommation populaire dans le dernier quart du XIXe siècle, dont je parlais à l'instant, donnaient à penser que ce problème, le problème de l'opium, avait en effet atteint une dimension catastrophique, que l'affaiblissement de la Chine et des Chinois par l'opium était presque devenu une question de survie nationale. Comme le montre bien Liu Zhenhe, qui est l'auteur d'un ouvrage récent et extrêmement fouillé sur l'histoire de la fiscalité de l'opium pendant la période des réformes de la dernière décennie de la dynastie des Qing. Donc, comme le montre cet auteur, donc sur la période 1901-1911, les idées prohibitionnistes qui commencent à s'imposer dans une partie des milieux officiels au début du XXe siècle, et dont certaines enquêtes montrent qu'elles répondaient à un fort mouvement d'opinion, au moins dans les villes ouvertes, comme on dit, c'est-à-dire dans les ports avec un contact étranger, étaient par ailleurs, ces idées prohibitionnistes étaient par ailleurs en résonance avec ce qu'on appelait donc les nouvelles politiques, Xinjiang, inaugurées par la Cour en 1902, lesquelles nouvelles politiques allaient faire de la dernière décennie de la dynastie des Qing un épisode de modernisation étonnant à bien des égards et dont les historiens n'ont pris toute la mesure que, en fait, assez récemment. À cela s'ajoute que l'omniprésence de l'opium dans la vie des Chinois apparaissait incompatible avec le processus constitutionnel lancé en juillet 1906. Liu Zhenhe, ce même auteur, cite un éditorial du Shenhua, c'est-à-dire de ce grand journal de Shanghai, en langue chinoise, selon qui, et je cite,
Si l'on attend un jour de plus pour supprimer l'opium, ce sera un jour de plus pour ne pas réussir à établir une constitution. Et aussi un jour de plus où la Chine ne pourra pas être sauvée. La lutte contre la consommation d'opium et l'établissement de la constitution sont intimement liés. Ça ne peut se comparer à aucune autre politique. En 1906, donc, la Cour intègre la prohibition de l'opium à son programme de réforme contre ce qu'on appelait les mauvaises coutumes, car elle est devenue consciente des effets négatifs de la drogue sur la modernisation du pays, sur sa capacité à se transformer en une civilisation moderne égale aux autres, et donc sur sa respectabilité internationale, sans parler de sa position commerciale. Au terme de l'édit promulgué à cet effet, en septembre 1906, ou plus exactement au terme des édits d'application qui l'ont complété dans les mois suivants, la culture du pavot en Chine devra être réduite de 10% par an pour être entièrement supprimée au bout de 10 ans. La consommation sera étroitement encadrée par des systèmes de licences temporaires, individuelles, et elle devra, elle aussi, être progressivement réduite. Les fumeries seront rapidement fermées, les débits d'opium seront tenus d'acquérir des licences, car il n'était pas possible d'en ordonner la fermeture pure et simple, tant qu'un certain niveau d'importation depuis l'Inde restait légal. Des médicaments contre l'addiction seront distribués et on ouvrira des cliniques de désintoxication. Et enfin, dernière clause, les fonctionnaires, les militaires et les étudiants adonnés à l'opium sont tenus de s'arrêter dans les 6 mois sous peine de radiation. Mais aujourd'hui, on fait la même chose avec le fait de fumer. Mais le problème de l'opium est aussi un problème international. Et c'est pourquoi, et c'est le second volet du programme, c'est pourquoi le gouvernement négocie dès 1906 avec l'Angleterre un accord signé en 1907, au terme duquel les Anglais s'engagent à diminuer eux aussi leurs exportations d'opium indien en Chine de 10% par an, en prenant pour base la moyenne annuelle des 5 dernières années, qui était donc d'à peu près 50 000 caisses par an. Et ceci d'abord pendant 3 ans, puis sur les 7 années suivantes au même rythme, s'il est avéré cependant que le gouvernement des Qing a obtenu de réels progrès sur le plan de la production locale, c'est-à-dire de la réduction de la production locale et de la consommation locale au cours des 3 premières années du programme. Les négociations reprennent donc 3 ans plus tard, en 1911, et malgré leurs hésitations, les autorités britanniques finissent par s'engager à cesser progressivement le commerce d'ici 1917, voire même avant cette date, dans les provinces dont on pourra prouver qu'elles ne produisent plus et n'importent plus d'opium. Les négociateurs anglais étaient en effet soumis à la pression non seulement de l'opinion chinoise, s'exprimant en particulier par le canal de la toute jeune Assemblée nationale, mais aussi ils étaient soumis à la pression de leur propre opinion en Angleterre, qui faisait campagne pour l'arrêt immédiat des exportations. Et en outre, les négociateurs anglais ont été bien obligés d'admettre en 1911 que les progrès accomplis par la partie chinoise étaient incontestables et qu'ils étaient même spectaculaires. C'est ce que confirment d'ailleurs plusieurs études récentes consacrées à des provinces particulières telles que le Fujian, le Sichuan ou le Guangdong. Il convient d'ailleurs de rappeler au passage que le problème, et c'est ce que nous verrons aussi à propos du Shanxi, que le problème se posait dans des termes qui pouvaient être assez différents suivant les régions. Ainsi, par exemple, le Sichuan était d'abord une importante région productrice de pavots et d'opium. En fait, le Sichuan monopolisait à lui seul plus des 2/3 de la production nationale. En revanche, le Fujian produisait assez peu, mais consommait beaucoup. Et au Guangdong, sur lequel nous disposons d'une excellente thèse récente de M. Xavier Paulès, soutenue en 2005 à l'Université de Lyon, au Guangdong, le problème était exclusivement un problème de trafic et de consommation, car, pour des raisons de sol et de climat, la production locale d'opium y était pratiquement inexistante. Quoi qu'il en soit, ces études auxquelles je fais allusion montrent que l'ardeur, voire l'agressivité manifestée par bon nombre de fonctionnaires locaux, réformateurs, et surtout par les notables mobilisés pour appuyer les fonctionnaires et les forces de police dans l'application du programme d'éradication décidé en 1906, que cette ardeur et cette agressivité ont souvent été tout à fait remarquables. Dans bien des cas, s'il y a eu un problème, c'était plutôt un problème d'excès de zèle, dans la mesure où la diminution imposée à la production et à la consommation allait plus vite
que le calendrier prévu, c'est-à-dire 10% par an, et que cela suscitait des protestations du côté des producteurs et des importateurs, à commencer par les autorités britanniques qui étaient scandalisées qu'on supprime l'opium plus vite que prévu dans le traité, si bien que, à cause des accords qui le liaient à ces dernières, le gouvernement central était obligé de freiner la cadence, donc de dire pas plus que 10% par an. Et ce phasage de l'abolition de l'opium par tranche de 10% posait de toute façon toutes sortes de problèmes d'application, concernant en particulier l'éradication de la production et du commerce domestique, et pour cette raison, dans la mesure où il était difficile de décider qui allait arrêter, de combien, etc., et pour cette raison, certains fonctionnaires locaux très engagés dans la campagne auraient préféré une politique de prohibition totale dès le départ. Mais le rôle considérable joué par les associations volontaires de lutte contre l'opium, constituées pour l'occasion et qui fédéraient parfois des associations charitables déjà en activité, déjà existantes, ce rôle considérable des associations volontaires est particulièrement intéressant à souligner. Les associations de ce type constituaient en effet un cadre naturel d'action pour les notables et en particulier dans les grandes villes pour les chefs de la communauté marchande qui étaient désireux de s'investir dans la lutte contre l'opium. En fait, nous retrouvons là une facette tout à fait intéressante de ce mouvement philanthropique né dans les métropoles chinoises à la fin du XIXe siècle, surtout à Shanghai en particulier, auquel j'ai déjà fait allusion à propos des grandes famines de l'époque Guangxu et au-delà de Guangxu. Un mouvement où, comme nous l'avions vu, les marchands jouaient un rôle de premier plan en raison aussi bien de leurs capacités organisationnelles que de leurs moyens financiers. Ce mouvement philanthropique, je crois qu'on peut le dire, a été un élément essentiel dans l'émergence de la grande bourgeoisie marchande en Chine en tant que force sociale et politique reconnue de plein droit pendant les dernières années de l'Empire. Et donc, la lutte contre l'opium y a aussi tenu sa place, d'autant plus qu'elle était valorisée comme une cause par excellence nationale et patriotique. En ce qui concerne l'engagement officiel, donc des agents de l'État dans cette lutte contre l'opium après 1906, il vaut encore la peine de signaler que le volontarisme manifesté par la délégation chinoise, dont le chef était le gouverneur général réformiste du Tiangnan, le Manchu Tuanfang, au moment du congrès international contre l'opium, Tuanfang, très connu, au moment du congrès international contre l'opium, pour la prohibition de l'opium, réuni à Shanghai en février 1909, où les missions protestantes avaient joué un rôle particulièrement actif et où la pression étrangère pour accélérer le mouvement semble avoir été assez efficace. Il faut donc signaler que ce volontarisme de la partie chinoise ou des délégués chinois avait été très remarqué par la presse internationale et très monté en épingle. Mais si l'enthousiasme officiel pour régler une fois pour toutes le problème de l'opium en Chine était grand, pour les raisons que j'ai esquissées tout à l'heure, il n'en restait pas moins que le programme mis sur pied dans le cadre des nouvelles politiques, donc des Xinjiang, de la dynastie des Qing, soulevait des problèmes énormes d'impact économique et qu'on en était on ne peut plus conscient. Certes, dans le discours tenu par les plus ardents partisans de l'abolition de l'opium, parmi les conseillers du trône, certes, les effets économiques à long terme de la suppression de l'opium étaient envisagés sous les couleurs les plus riantes. Dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, Liu Zhenhe mentionne la popularité, bien avant l'édit de 1906 en fait, de ce que l'on appelait alors la théorie de la jarre qui fuit, ou de la jarre percée si vous voulez, c'est-à-dire l'eau Zhelun, ce qui est, semble-t-il d'ailleurs, une expression commune en chinois, ce que je ne savais pas. Donc, l'eau, attendez, l'eau, oui, pardon. Donc, la théorie de la jarre qui fuit, de la jarre fuyante, que les représentants chinois devaient également, d'ailleurs, invoquer devant le congrès de Shanghai en 1909. Il s'agissait, dans cette théorie, d'essayer d'exprimer quantitativement la notion que, du point de vue de l'économie du pays considéré globalement, la consommation et la production d'opium, produits non seulement inutiles mais encore nuisibles, étaient un gouffre sans fond, en dépit des revenus commerciaux et fiscaux qu'ils engendraient indiscutablement. Ces considérations s'appuyaient sur des calculs par le moyen desquels on tentait d'évaluer la valeur
dilapidés par le pays à cause de l'opium. Ces calculs étaient sans nul doute un peu hasardeux, dans la mesure surtout où ils s'appuyaient sur des estimations plutôt arbitraires, ou au minimum très imparfaites, de la consommation et de la production. Mais ils n'en livraient pas moins des chiffres très frappants. C'est ainsi qu'en 1906, justement, on estimait la perte économique à 250 millions de taels, c'est-à-dire d'onces d'argent, l'unité de compte officielle. 250 millions de taels par an, et on arrivait à ce chiffre en additionnant la valeur de l'opium produit en Chine et celle des importations. Le chiffre des importations légales était en fait le seul qu'on connaisse de façon un peu précise. Et la perte économique était estimée à plus de 150 millions de taels en termes de produits utiles qui auraient pu être cultivés à la place de l'opium. Et à cela, on ajoutait encore, et là c'était vraiment une estimation très impressionniste, on ajoutait encore la perte en productivité due à la consommation d'opium des travailleurs. Et celle-là se serait montée, dans ces calculs, à plus de 450 millions de taels par an, chiffre auquel on arrivait en considérant d'une part le nombre de travailleurs supposément adonnés à l'opium, qu'on estimait à environ 25 millions dans toute la Chine, et d'autre part la perte en salaire journalier résultant de leur addiction, qui était, elle, estimée à environ 25%, donc à un quart. On arrive donc à un total, avec tous ces chiffres que j'ai mentionnés, à un total général de plus de 850 millions de taels, qu'on pourrait désigner, suivant ce raisonnement, comme absents ou manquant à l'appel de l'économie, et tout ceci pour cause d'opium. Et ce chiffre, en fait, pour vous donner quand même un ordre de grandeur, est à comparer avec le chiffre du revenu fiscal de l'État total par an, à la veille de 1911, qui était d'environ 300 millions de taels. D'autres calculs à la même époque s'efforçaient de démontrer que la perte en impôts sur l'opium produit en Chine, ces impôts qui étaient globalement désignés par des termes comme Chuchuan ou Gaochuan, et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on employait, comme nous d'ailleurs, le terme contribution pour parler de ce qui était en fait une taxation pure et simple. Donc c'est tous ces mots qui... donc il y avait le Gaochuan, oui, Tuan ou Tu, Tuan. Le mot tout, désignant, c'est-à-dire la terre locale, désignant en fait l'opium produit en Chine. Excusez-moi, j'écris des horreurs. En plus, c'est un terme que je devrais connaître. Voilà, Gao Tuan et Tu Tuan. Donc on estimait que les pertes en impôts sur l'opium produit en Chine, en cas de prohibition, seraient largement compensées par l'accroissement des capitaux disponibles, dès lors que disparaîtraient les dépenses inutiles causées par l'opium, dont je viens de parler, et donc par le développement et donc seraient causées par le développement de l'industrie et du commerce, et par conséquent seraient compensées par le développement de l'industrie et du commerce, et par conséquent par la croissance des revenus fiscaux que l'État tirerait de ce développement. Autrement dit, en supprimant l'opium, l'économie va exploser et l'État touchera encore bien plus d'impôts qu'à l'époque de l'opium. À destination des autorités britanniques, qui avaient des raisons de craindre la perte en revenus qu'entraînerait l'abolition à terme de l'opium en Chine, on formulait également des arguments cherchant à démontrer, et chiffres à l'appui également, que l'abolition serait en fait bénéfique au commerce international, puisque le pouvoir d'achat de la Chine serait bien plus élevé qu'il ne pouvait l'être lorsque son industrie et son commerce étaient ainsi plombés par l'hypothèque de l'opium. Et comme le remarque d'ailleurs Yu Zhenhe, c'est un raisonnement que tenaient déjà en Angleterre les adversaires de la contrebande de l'opium au moment de la première guerre du même nom, c'est-à-dire au début des années 1840. On disait l'opium en fait affaiblit la capacité de la Chine à nous acheter nos produits. Mais tout cela, c'était des arguments à long terme. Et si, en dépit de la volonté affichée par le trône avec l'édit de 1906, les véritables détenteurs du pouvoir au gouvernement et dans les provinces ont eu une attitude beaucoup plus ambiguë, c'était à cause des effets prévisibles à court terme, des pertes fiscales que la politique prohibitionniste entraînerait inévitablement, et de l'opposition et du sabotage auquel on pouvait s'attendre de la part des innombrables paysans ou marchands qui vivaient de l'opium.
Autrement dit, les problèmes classiques que l'on rencontre aujourd'hui encore lorsqu'on cherche à démanteler les narco-économies.